Il y a aussi des militants, des syndicalistes qui manifestent contre la politique d'austérité à l'Élysée, mais à l'Élysée et à Matignon, on ne les entend pas. Beaucoup d'autres personnes ne bougent plus, se désintéressent, sont en colère et désertent le combat. Ils ne croient plus à rien. Mais comment en est-on arrivé là? Et où cela va-t-il nous mener? Alors, les yeux grands ouverts, il nous faut à tout prix affronter cette période politique si difficile et le faire, non pas entre nous, mais publiquement. C'est le sens de cette soirée. Marie-Georges a répondu à notre invitation. Merci à elle. J'ai entendu ce matin, sur France Inter, une déclaration qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan. Réouvrons Cayenne. Réouvrons Cayenne, le bagne, pour enfermer les jeunes islamistes. En réponse à cette honteuse déclaration, la radio a diffusé un poème chanté de Victor Hugo sur l'horreur du bagne de Cayenne et les moyens à donner surtout à la jeunesse par l'éducation, par la culture, par la connaissance, pour empêcher que tous ces jeunes ne deviennent pas des parias, des exclus de la société. Un bon moment de radio, une riposte cinglante et très digne au monsieur le député maire de cette ville. Merci. Ce moment d'émotion dont Françoise vient de parler, j'étais dans ma voiture quand j'ai entendu France Inter et ce merveilleux texte de Victor Hugo qui dit que l'enseignement d'un enfant, ça fait l'homme et la femme de demain. Il le dit bien sûr beaucoup mieux que moi. Et je trouve que là, j'étais fière d'avoir une radio publique parce que les journalistes n'ont pas fait de commentaires, ils ont juste passé ce test de Victor Hugo et c'était la plus belle réponse qu'ils pouvaient faire à cette ânerie qu'avait dit ce député dans la course aux âneries qui se mènent en ce moment à droite. Alors, quelle responsabilité pour la gauche face à la montée des idées conservatrices? C'est un beau thème. On aurait pu, si on était un petit peu provocateur, dire quelle responsabilité de la gauche dans la montée des idées conservatrices. On ne doit peut-être pas aller jusque-là. Je vous dis franchement ma conviction. Je suis militante du parti, militante de la gauche depuis 1969. Et mon intime conviction, c'est que soit la gauche reprend l'offensive sur, bien sûr, les propositions économiques, sociales, mais ça on sait faire, sur une alternative au niveau de la conception même que nous avons du vivre ensemble, de la société, des rapports économiques, sociaux, mais également sur les valeurs émancipatrices et sur les questions sociétales, soit la gauche reprend l'offensive maintenant, soit ce que la gauche a représenté dans l'histoire de notre République, ce qu'elle a pu incarner au niveau du progrès social, démocratique, humain, disparaîtra. Et quand je dis cela, ce n'est pas comme ça. Il y a des pays européens où la gauche réelle a disparu. Et la grande régression que nous connaissons aujourd'hui se poursuivra. J'aime bien cette expression de Jean-Luc Mélenchon, la grande régression. Voilà. Parce qu'on nous parle 3% de déficit, la dette, c'est pas ça. On s'en fiche des 3% de déficit. Moi j'ai des solutions, pour ça on peut les régler très vite. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est cette grande régression dans laquelle nous emmènent les forces conservatrices en Europe et en France. C'est ça la question pour nous, les militants de gauche, qui doit nous alerter. Alors bien sûr, il y a toujours eu des offensives des forces libérales conservatrices. On a fait la Révolution, puis il y a eu la Restauration. Il y a eu toujours des moments comme ça. Et puis face à cette volonté conservatrice, à ces restaurations successives qu'on a connues dans notre pays, face à cela, il y avait une gauche qui se battait.
il y avait un combat de classe qui s'exprimait à travers des forces politiques, des forces syndicales, des associations y compris. Mais ce qui rend aujourd'hui la situation complètement inédite, c'est que nous avons d'un côté les forces conservatrices, représentées par des partis, représentées par des associations, représentées par des clubs, représentées par des experts, représentées par ceci et par cela, qui mènent une offensive sur toutes les idées de société, et face à cela, la force dominante à gauche, le Parti socialiste, qui non seulement ne résiste pas à travers son gouvernement, mais qui au contraire est en train d'expliquer à notre peuple que la question aujourd'hui, c'est de s'adapter à ce système. C'est de s'adapter à ce système et de faire les sacrifices, entre guillemets, nécessaires parce qu'il y a des contraintes liées à la crise, etc. C'est-à-dire que, et à côté de ce parti socialiste dominant et de ce gouvernement, la force alternative pour laquelle nous travaillons, vous travaillez, est encore, même si ça ne nous fait pas plaisir, balbutiante. Et là, je ne parle pas, vous voyez, parce que souvent on dit la gauche de la gauche, l'extrême gauche, tout ça ne m'intéresse pas, moi, c'est pas. Ma question, c'est une alternative à gauche. Une alternative qui rassemble une majorité à gauche et qui prenne le pouvoir avec les citoyens et les citoyennes pour rendre ce pouvoir et pour vraiment construire le progrès. Pour l'instant, cette dynamique pour aller vers cette majorité de gauche réellement alternative est balbutiante. Elle est d'autant plus balbutiante, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, qu'on a eu un bel essor, une belle dynamique avec la présidentielle, et qu'ensuite des intérêts partisans ont repris le dessus par rapport à cette dynamique. Et chacun met sur ses affiches PCF front de gauche, PG front de gauche, truc machin front de gauche, mais les gens ils ne sont pas idiots. Ils ont voté pour le front de gauche, pas pour truc machin front de gauche, truc machin front de gauche. Et personne ne pourra récupérer cette dynamique tout seul. Enlevons-nous cette opinion de la tête les uns et les autres. Cette dynamique, on la reconstruira, on la fera repartir, et peut-être même qu'on la dépassera, parce que moi je rêve qu'on dépasse le front de gauche. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin du front de gauche, on sera dans une majorité plus large. Ça s'appellera autrement. Mais je pense que pour reconstruire, rebâtir, repartir, il faut du tous ensemble. Il ne faut pas du chacun pour soi. Alors voilà, cette situation est grave, parce que quand je parle de monter des idées conservatrices, ce n'est pas simplement les résultats électoraux. Bien sûr, les résultats électoraux dans notre pays sont inquiétants. Bien sûr, chacun ici pense au Front National, qui a pris des mairies, qui demain, si on appliquait le vote d'aujourd'hui aux régions telles qu'ils sont en train de nous les trafiquer, adoptées avant-hier à l'Assemblée nationale, ferait qu'ils prendraient la région PACA, la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et peut-être même une troisième à l'Est. Bien sûr, il y a cette poussée de l'extrême droite, il y a cette poussée de droite. Combien de villes sont passées à droite lors des dernières municipales? On annonce peut-être qu'il ne resterait que quelques conseils généraux de gauche après les cantonales. Donc, bien sûr, il y a cette poussée électorale. Mais cette poussée électorale, c'est la traduction, simplement, d'une montée des idées, soit de résignation, soit de rejet, soit des idées de réaction, dans l'opinion publique. J'ai regardé attentivement la dernière enquête du CREDOC. Vous savez, le CREDOC, c'est un institut qui suit l'évolution des mentalités, etc. En 2012, 71% des Français trouvaient drôlement bien de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ils ne sont plus que 55% même. 64% des Français, c'est en hausse de 6 points, pensent que si les chômeurs voulaient travailler, ils trouveraient du travail. L'aide aux familles, la nécessité d'aider les familles en difficulté. En 2012, 69% des Français pensaient qu'il fallait aider les familles en difficulté. Ils sont plus de 31 aujourd'hui. 31%. Mais ça, au-delà des sondages, on le voit bien dans les réactions par rapport aux fonctionnaires, ces privilégiés, ces cheminots qui font grève alors qu'ils ont la garantie, etc. Les pilotes de ligne, n'en parlons pas, c'était des affreux bonhommes. Bon.
je ne sais pas si vous avez suivi, mais le fait qu'il y ait eu de nouveau l'exposition au Palais des Sciences sur le zizi, bon, l'éducation sexuelle et tout, il n'avait déclenché que quelques protestations il y a quelques années, a déclenché une vague sur les réseaux sociaux d'associations pour la défense des enfants, etc., etc. Je vais prendre des exemples comme ça, variés et divers. La loi sur la prostitution votée à l'Assemblée nationale n'a toujours pas été inscrite au Sénat. Il ne le sera pas si on ne mène pas une bataille considérable. On ne veut plus aborder ces questions. La gauche ne veut plus aborder ces questions. Elle se cache, on met la loi au panier. Le combat féministe dont tu as parlé se remarginalise, y compris dans les partis progressistes. J'ai découvert à la conférence nationale de mon parti qu'il y avait de nouveau un atelier qui portait sur les discriminations, immigration, handicap, femmes. C'était les congrès des années 70. Hein. Et je ne viens pas sur tout le domaine, sur la chasse sur les immigrés, toute la semaine que nous avons eue sur ces immigrés qui viennent en tourisme social. Ils viennent là pour bénéficier de l'AME. C'est tout le discours que nous avons entendu. Alors pourquoi c'est comme ça? Je pense que l'individu dans un monde en crise, un monde dangereux, les images que nous voyons tous les soirs, ce qui se passe en Syrie, en Irak, de par le monde, la maladie en Afrique, les dictatures, tout ce monde qui est dangereux, cette mondialisation qui n'est vécue qu'au négatif, crée des angoisses et crée une recherche de protection. Et on assiste par exemple à un repli sur la famille. Il y avait Le Breton, qui est un député de l'Opus Dei, il n'arrêtait pas de dire ça. Il disait la famille, c'est l'homme, la femme, la procréation, la filiation. Puis il y en avait un autre qui disait vous êtes en train de casser la généalogie. Donc cette conception de la famille. Et puis le deuxième repli, c'est pas la nation, c'est l'identité nationale. C'est une vision de la nation qui serait une nation fermée sur elle-même, une nation qui n'aurait pas évolué, qui ne serait pas enrichie, qui ne serait pas modifiée. Voilà. Une nation qui ne serait plus en construction, on ferme les frontières, on repousse dehors ceux qui sont là. Et puis ceux qui restent, il faut qu'ils s'intègrent, qu'ils deviennent comme nous. Alors on ne sait pas quel est le nous, quel est le modèle, mais il faut qu'ils deviennent comme nous. Et puis il y a le repli sur la religion. Je lisais un article dans Marianne, oui, ça. Marianne ce matin, où un philosophe décrivait cette idée que des jeunes, justement, en perte de repères, en angoisse, trouvaient dans la religion une sorte de cadre bien établi, bien rassurant, où le chemin est clair. On fait cela, et si on fait cela, on va arriver là. Si on est le martyr, alors ça va donner cela, etc. Donc, les religions, pas une religion, les religions, comme une forme de repli. Deuxième élément, au-delà de cette angoisse, c'est que nous sommes en train de passer à travers les politiques de droite et la politique actuelle du gouvernement à une politique des droits, à une politique de l'assistance. Quand nous sommes sur le droit, mon voisin ne me gêne pas puisqu'il a les mêmes droits que moi. Je n'en veux pas à ma voisine puisqu'elle bénéficie des mêmes droits que moi. Nous sommes dans la République. Si la politique devient une politique d'aide à certaines catégories, d'assistance à d'autres catégories, alors là je dis mais pourquoi ma voisine elle touche là et moi je ne touche pas cela? C'est pour ça que moi je me suis battue contre la mise sous critères de ressources des allocations familiales. Oh, ça faisait drôlement mesure de gauche, ça, de mettre sous critères de ressources des allocations familiales. Hein, on allait faire payer les riches. Les familles de 6 000 €, elles n'avaient plus toucher les allocations familiales. Moi, je faisais réfléchir les gens sur les marchés en leur disant, oui, cette fois-ci c'est 6 000 €, mais pourquoi l'année prochaine le gouvernement ne dirait pas c'est 3 000 €, le seuil? Puis peut-être qu'un jour ce sera 2 000 €. Puis peut-être qu'un jour on dira, les allocations familiales, c'est pour les familles les plus en difficulté. Et donc les allocations comme réponse au droit à l'enfant deviendraient une assistance. Et quand on est sur l'assistanat, on est sur la division entre les catégories de population, on est sur l'opposition entre les catégories de population. L'assistance et le droit, cette espèce de campagne inouïe que nous avons contre l'impôt. Maintenant, pour prononcer le mot impôt, c'est... D'ailleurs, tout le monde jure, avec nous, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt. Si je suis élu, il n'y aura pas d'augmentation. Moi, l'autre fois, j'étais à la Courneuve. La Courneuve, c'est une ville où plus de la moitié de la population ne paye pas l'impôt.
Et les gens qui étaient dans la salle, je pense que c'était 3/4 des gens qui ne payaient pas l'impôt. Si, ils en payent avec la TVA. La TVA, mais l'impôt sur le revenu. Et je leur ai dit, mais moi je suis contre la suppression de la première tranche. Et je suis pour que vous, mesdames, messieurs, vous payiez l'impôt. Eh bien, j'ai été applaudi. Parce que être mis hors de l'impôt, c'est quelque part être mis hors de la citoyenneté. L'impôt, c'est un des fondements de la République, l'impôt. C'est un des fondements de la République. C'est ce qui permet à la République ensuite de nourrir ses enfants et d'assurer ses droits à ses enfants. Et donc, la question, c'est pas l'impôt en soi. La question, c'est l'impôt injuste tel qu'il s'est bâti au fil des années. Et donc, la question, c'est la réforme de la fiscalité. Mais il faut contrer cette campagne contre l'impôt. S'il n'y a plus d'impôt, ben, il n'y a plus de droit. S'il n'y a plus d'impôt, il n'y a plus de droit. C'est chacun pour soi, et celui qui peut, il se débrouille, puis celui qui ne peut pas, ben, il reste sur le bas du truc. Donc, il faut... Voilà. Et puis, on pourrait ajouter d'autres idées, mais je vais être trop longue. C'est l'idée du déclassement. C'est-à-dire comment c'est brisé l'idée que, par exemple, l'éducation était source de montée sociale. Aujourd'hui, on dit, oh, diplômé ou pas, n'importe comment, le jeune, il va être au chômage, etc. On n'arrête pas d'entendre que l'école nourrit les inégalités sociales, que l'école reproduit les inégalités sociales. Donc, c'est l'impression qu'il n'y a pas possibilité de monter dans l'échelle, de monter. Alors, vous allez me dire, tout cela, c'est un constat. À la limite, ce constat ne serait pas grave si, quelque part, il y avait une lueur. Mais la question que nous avons aujourd'hui, c'est l'absence d'espoir, ce que tu as très bien dit, l'absence d'espoir. On a connu d'autres périodes où c'était très difficile, où des mouvements ont été réprimés. On a connu l'occupation nazie, la résistance, on a connu tout cela. Mais il y avait de l'espoir. C'est qu'il y avait l'idée que le changement, on allait le faire, on allait y arriver. Et donc même si les coups étaient rudes, même si la bagarre était difficile, il y avait l'objectif de ce changement. Or, ce qu'ils ont réussi, de droite et de gauche, tous ces penseurs libéraux, c'est de laminer l'idée du changement. Penser changement, c'était irresponsable. Vous voulez changer les choses, mais vous êtes une bande d'utopiques, d'irresponsables. Vous n'avez pas compris que nous sommes sous des contraintes. Nous sommes, nous, les gens raisonnables, parce que nous appliquons ces politiques qui vont nous permettre demain de rebondir, demain étant très loin. Alors bien sûr, ce laminage a été aidé par l'échec du socialisme réel, par le fait que les alternances font que... Enfin, je ne sais pas comment vous entendez les gens, mais encore ce matin devant une école à Blanc-Ménil, une petite dame qui me disait, mais quand même, on ne s'attendait pas à ça. Une petite dame qui avait voté François Hollande, on ne s'attendait pas à ça. Donc, ces alternances qui petit à petit usent l'idée même de changement, usent l'idée même qu'un jour pourraient se résoudre les problèmes. Et si les contraintes sont réelles, si ces contraintes sont comme ça, donc la politique devient simplement une affaire économique. C'est Lionel Jospin qui dit, lorsqu'il était Premier ministre, la politique ne peut pas tout. C'est les discours qui sont toujours tournés autour des questions de défense publique, de réduction des déficits publics, de réduction, etc. etc. En fait, petit à petit, la politique est réduite à une question d'espère. Est-ce que nous allons être capables en France de réduire la dette, de réduire le déficit, de faire ceci, de faire les fameuses réformes que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Vous avez entendu maintenant, c'est le contrat de travail qui est dans la ligne de mire, hein, etc., etc. Et plus cette politique devient réduite à sa sphère économique, à sa sphère d'expertise économique, plus, j'ai envie de dire, le terme est peut-être un peu fort, mais je le pense réellement, plus le peuple est éjecté de la vie politique. Les politiques eux-mêmes sont en train d'éjecter le peuple du débat politique. C'est nous qui savons, c'est nous qui allons régler, on vous expliquera peut-être, hein, pour que vous compreniez un peu et que vous acceptiez. Nous avons éjecté le peuple de la vie politique. La lutte des classes, c'est plus entre les pauvres et ceux qui possèdent, c'est entre le moins pauvre et le plus pauvre, la couche moyenne et l'autre. Dans son livre, Jean-Luc dit aujourd'hui la lutte des classes passe par le combat entre le peuple et l'oligarchie. Je crois que c'est à débattre. Hein. C'est à débattre, c'est une conception qui peut se débattre, hein, tout à fait.
Les investissements publics deviennent des dépenses, les cotisations patronales des charges, les salaires et prestations, le coût du travail, les licenciements sociaux, les licenciements, des plans sociaux, des plans de retour à l'emploi et maintenant les plans de sécurisation de l'emploi. PSA vient de faire un plan de sécurisation de l'emploi. Il y a plusieurs milliers d'emplois qui vont disparaître. Alors, face à cela, j'ai envie de dire que la seule solution, c'est ce que je disais au début, c'est que la gauche reprenne le combat. Reprenne le combat sur les idées d'abord. Sur les idées. Je vais vous dire franchement, les programmes, on en a. Les programmes, on en a. Sur les services publics, sur les allocations familiales, les cotisations. On a des programmes là-dessus. On a tout ça. On a tout ce qu'il faut. La conférence nationale du Parti communiste a encore travaillé pour avoir des programmes encore meilleurs, etc. On a tout ce qu'il faut. Mais ces programmes, ils resteront dans un tiroir si on ne reprend pas la bataille d'idées sur les grands thèmes sur lesquels on peut faire bouger l'opinion publique. D'abord, la notion d'intérêt général. La notion d'intérêt général. La notion d'égalité. J'ai parlé tout à l'heure des droits. On pourrait aussi parler des services publics. La notion de partage des richesses produites par le travail. J'ai parlé de l'impôt tout à l'heure. La notion du travail. Aujourd'hui, on ne parle plus d'emploi. On ne parle plus de travail. Vous n'entendez plus le mot travail. On parle emploi. Il faut trouver un emploi, plus ou moins bien payé, mais il faut trouver un emploi. Il faut remettre le combat sur la notion de travail. C'est-à-dire l'individu qui, par son travail, enrichit, pas simplement les richesses, mais enrichit les individus globalement, par ce qu'il fait. Il nous mène une bataille, le patronat, sur les 39 heures, le retour aux 39 heures et tout ça. Quand vous parlez avec les patrons en direct, en tête-à-tête, l'autre fois j'ai parlé avec le conseiller politique de Gattaz, qui me dit, mais tout ça, Madame Buffet, n'importe comment, vu l'essor du numérique, la grande question, si on ne veut pas mettre 1 million de gens à la rue, ça va être de passer à 32 heures. Ben, je dis, pourquoi vous ne le dites pas, ça? Mais non, ils sont dans le combat idéologique. Mais oui, mais nous, pourquoi on ne mène pas le combat idéologique? Pourquoi nous, on n'ose pas dire fortement aujourd'hui qu'avec le numérique, c'est justement une baisse du coût du travail qu'il faudrait mener? Ça peut se faire entendre au bout d'un moment. Et puis, une nouvelle étape sur les droits, mais bon. Redonner du sens à la politique, redonner du sens à la gauche. Voilà, c'est donner à voir des alternatives, mais pas des alternatives au sens restreint des propositions, mais au sens la place de l'individu, ses droits, ce qu'il peut faire, notre force à nous lorsqu'on est rassemblés, lorsqu'on est... Alors je voudrais terminer là-dessus. Tout cela, ça passe par la création d'un nouveau rapport de force. Et moi, c'était mon intuition avec le Front de gauche, c'était de créer un nouveau rassemblement où il y aurait bien sûr des partis, mais où il y aurait des individus, où pourraient se greffer, comme samedi dans la manif, des organisations syndicales, des hommes et des femmes venus d'autres partis, mais restant dans leur parti, mais voulant quand même être de ce mouvement. Quelque chose qui ne soit pas structuré, quelque chose qui soit vivant, qui bouge, qui change, qui se modifie, et qui mette au cœur la question de la démocratie, du rapport de force, de l'intervention citoyenne. Pour ça, je pense qu'on a besoin, je vais terminer là-dessus, sur 2 idées, on a besoin d'un immense travail d'éducation populaire, je reprends ce terme. 2005, on a gagné uniquement parce qu'on a fait de l'éducation populaire. Petit à petit, beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays se sont dit, mais je suis capable de comprendre. Et j'ai bien compris ce qu'ils sont en train de nous faire. Et ça, je ne veux pas laisser faire. Et on a senti que la sauce prenait, que la sauce montait. Mais on faisait des milliers de petites rencontres, même dans les familles, on s'engueulait à table, mais on discutait. Il faut qu'on se retrouve cette démarche d'éducation populaire. Il faut repartir à zéro sur des tas de sujets. Et je ne dis pas ça pour décourager, je dis ça au contraire dans l'enthousiasme. Ce qu'on a fait en 2005, on peut le refaire aujourd'hui, comme vous faites ce soir. Moi, je suis très contente de vous voir si nombreuses et nombreuses ce soir. Parce que les armes du peuple, c'est quoi les armes du peuple? C'est la compréhension des enjeux, la maîtrise par une construction partagée des solutions alternatives et une capacité d'être acteur, actrice des décisions au plan local, national et au-delà, bien évidemment. Alors,
On a les moyens avec nos forces militantes de faire ce bouillonnement. Mais soyons clairs, les partis n'ont plus la force qu'ils avaient. Les partis n'ont plus la force qu'ils avaient. Donc il va bien falloir que les partis modifient leur façon d'être pour faire en sorte que s'agglomèrent autour, dans cette démarche, d'autres qui peut-être n'auront pas une démarche de prendre parti, mais auront une démarche différente. Ça ne nie pas le rôle des partis, parce que sans les partis, tout cela n'est pas possible. Mais il faut que les partis admettent qu'ils ne peuvent plus être uniques dans cette mobilisation, dans la création de ce rapport de force, dans la création de cette démarche d'éducation populaire. C'est pour ça que moi j'ai signé l'appel sur la 6ème République, parce que je pense que c'est une démarche intéressante. Il ne faut pas non plus qu'elle soit récupérée dans une affaire politicienne, il faut bien qu'elle reste une démarche pour la 6ème République, parce que je pense que c'est un moyen de rassembler, de créer les conditions de cette révolution citoyenne. Comme je dois participer à une mission qu'a mis en place le président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone, sur la rénovation des institutions françaises, je me suis fait un petit plaisir hier matin et je vous le conseille. Ça prend 10 minutes et vous sortez bien. Vous allez chercher là sur Internet et vous sortez la Constitution de 1793 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non, je dis ça sans rire. Elle est très moderne, cette Constitution. Elle est très moderne. Parce que vous regarderez tous les articles. Alors, elle a un très gros défaut, c'est qu'elle ne parle que des citoyens. Oui, pas des femmes. Pas des femmes. C'est son gros défaut. Il faudrait ajouter citoyennes un peu partout. Mais elle part des citoyens pour construire les lieux électoraux, pour construire ses représentants, pour contrôler ses représentants. Tout est basé sur un certain nombre de citoyens qui se réunissent et qui se créent cette représentation. Ça nous ferait du bien d'aller vers une constituante. Alors dans la constituante, il faudrait discuter de notre nouvelle République, mais à côté de la Constitution, il y avait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut les deux, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, relisez-la aussi, comme elle est moderne, sur les droits, sur le partage, sur la mise en commun. Voilà, donc, je ne suis pas une passéiste, mais les grands révolutionnaires avec la modernité. Il en fallait pour sortir de la monarchie et créer une république, il fallait de la modernité. Donc, c'est un bel ouvrage qu'il faut regarder, ça peut nous inspirer aujourd'hui. En m'excusant, bon, je ne vais pas dépasser la demi-heure, ça va. Voilà, merci. Merci. Bon, bah, sans plus attendre, merci. La parole, j'avais préparé quelque chose, parce que votre propos m'a frappé. Maintenant, il y a quelque chose qui me, en tant que citoyen, c'est le rôle du politique. Comment se fait-il que, ayant en main tous les pouvoirs, on ne fait pas comment ce qu'il faut? Je ne veux pas monopoliser trop la parole, hein. Franchement, j'essaie. Donc pour moi, la politique, c'est un objectif. C'est d'améliorer le sort de tous les êtres humains. C'est le rôle de la politique. Et nous, Français et Européens, nous avons adopté le système de la démocratie représentative. D'une part, je ne suis pas d'accord, c'est pas prouvé. Ça serait prouvé s'il y avait 100% de votants et que la droite serait majoritaire. Avec l'abstention qui existe, on ne peut pas vraiment dire ça. Et ensuite, c'est pas la réalité du peuple français. Le souci, c'est le rassemblement de la gauche. Et je voulais poser à Mme Buffet cette question. Quelle est votre analyse sur le fait qu'aujourd'hui, la gauche non socialiste, n'arrive pas à rassembler les salariés et l'ensemble des électeurs? Moi, en ce moment, j'ai des jeunes infirmiers qui sont aux études, qui apprennent la profession et qui me disent eh bien, on a choisi cette profession parce que là, il n'y aura pas du chômage, on trouvera du boulot. C'est même pas parce qu'ils ont envie d'être infirmiers, c'est parce qu'ils sont sûrs d'avoir du boulot à la fin. Mais ça donne quoi comme professionnel, ça? Quelle forme donner justement à ces rassemblements de formation populaire?
J'ai signé aussi l'appel pour une 6e République et j'ai participé avec ma femme à la marche, à la prise de la Bastille, je ne sais plus comment on appelle ça, oui. Et il y avait beaucoup d'espoir, ça avait donné beaucoup d'espoir, non pas parce que Mélenchon faisait une intervention, mais qu'il y avait autre chose. Je crois qu'on participait à une création d'un nouvel espoir sur autre chose. Si nous partons justement du projet, puisque vous vous dites qu'il faut se tourner vers le projet, si nous partons du projet, c'est-à-dire si à partir des propositions des uns et des autres dans des assemblées comme ça, nous sommes capables, j'ai voté la Constitution de 1793, de former ces assemblées citoyennes et de porter un projet, mais moi je vois chez moi, il y aura des individus membres du Parti Socialiste qui seront avec nous. Le rassemblement, il dépassera les frontières des partis tels qu'elles sont aujourd'hui. Bien sûr, ça les dépassera. Voilà. Ça les dépassera, automatiquement. Vous avez aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont référence au parti du gouvernement qui sont en souffrance. Ils sont en souffrance individuelle de la politique menée par ce gouvernement et ils sont en souffrance par rapport à leurs convictions et par rapport à leurs espoirs. Bon. Donc, ne créons pas une frontière artificielle et ne faisons pas une alliance qui serait l'alliance tous les autres partis sans le PS. Faisons une alliance qui part des citoyens et des citoyennes, des individus, et nous allons voir que ça va déplacer déplacer des clivages, élargir les possibilités du rassemblement. Mais après, mettons-nous d'abord, travaillons d'abord sur pourquoi faire. Et comment le faire. Je ne sépare pas le pourquoi, ce qu'on veut faire, le projet, de la manière de le faire. C'est-à-dire nos objectifs et les conditions pour créer les rapports de force, c'est-à-dire la démocratie. Comment on crée une démocratie citoyenne qui nous fait le rapport de force qui va nous permettre de porter notre projet. Si on fait cela, moi je pense qu'on peut rassembler très largement. Si bien sûr on en est simplement à se mettre d'accord au moment électoral, alors on se met d'accord d'une façon là, on se met d'accord d'une façon ailleurs, on fait des trucs, bon, les gens, qu'est-ce que vous voulez, ça ne crée aucune dynamique. Alors, oui, bien sûr, on peut appeler au rassemblement de la gauche en faisant peur. Il faut que la gauche se rassemble, sinon le FN va passer. C'est ce qu'on va entendre dans les 3 semaines qui vont précéder les cantonales. Bon. Mais ça ne sert à rien. Ça n'aura aucun effet. On n'est plus en 2002, je le disais tout à l'heure, ça n'aura aucun effet cet appel à la peur. Aucun effet. Donc il faut plutôt travailler au positif, je vous rejoins complètement. Plutôt que de faire peur, travaillons au positif en construisant l'alternative. La peur ne marchera pas. La peur ne marchera pas. Ça ne créera aucune dynamique à gauche. Non, je dis ça parce que le discours sur la peur, on va l'entendre. Hein, de la part on est face à une situation où ce rassemblement doit se faire sur une construction nouvelle, qui n'est plus programmatique. Elle doit se faire sur à la fois la restauration des grandes valeurs de gauche, mais également sur quel est le type de rupture que nous entendons mener. Et ça, je crois que, bon, peut-être que tu vas peut-être intervenir là-dessus, mais là aussi, c'est très intéressant qu'on aborde ces questions, parce qu'effectivement, il y a ceux qui disent qu'à un moment donné, le capitalisme mondialisé, financiarisé, il n'y a rien à faire, on ne peut rien y faire, il faut s'adapter. Il faudrait s'adapter. Et ça, c'est une partie de cette gauche qui porte un certain nombre de valeurs de gauche, mais qui tient ce discours. Et puis, il y a celle que tu dis qui n'est pas assez forte, qui n'est pas assez audible, et qui est celle de la gauche de transformation. Et cette gauche de transformation qui n'est pas assez audible, elle est porteuse de ces valeurs-là, elle est porteuse de cette traduction de changement. Mais encore faut-il qu'on lui donne de la puissance, encore faut-il qu'on lui donne une force de propagation et de propulsion qui soit suffisante. On crée une dynamique, mais que la dynamique se transforme en une réponse politique, que le Front de gauche demain devienne une force majoritaire qui puisse gouverner, etc. Donc il faut l'alliance des deux, c'est pour ça que je parle d'offre.